C'est à vous qu'elle revient. Merci. La parole est à Madame Bernadette Moncorne. Mes chers amis, alors je ne vais pas vous faire ce soir des discours programmes. On les a déjà faits, les discours programmes. Et avant même la sortie du programme. Vous avez maintenant à votre disposition un programme en 24 pages. Oh, tout n'y est pas, parce que s'il avait fallu dire, écrire tout ce qu'il faut pour que Brest redevienne Brest, c'est pas 24 pages qu'il aurait fallu, c'est 24 fois 24 pages. Merci à vous d'être là ce soir, si nombreux. Croyez-moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a une dynamique qui s'est mise en route. Que vous y croyez, nous y croyons. Merci à Benoît de Catenay qui a organisé avec Bénédicte Boulch la cérémonie de ce soir, puisque je suis ce soir invité. Nous sommes là à l'invitation du comité de soutien et je voudrais remercier tout particulièrement toutes les personnalités qui ont accepté de venir faire partie de ce comité de soutien. Merci à vous. Je ne citerai personne pour ne pas en oublier, mais j'ai un regard particulier pour ceux qui se sont dévoués pour la ville de Brest, pour ceux qui se sont dévoués hier pour la ville de Brest, de ceux qui se dévouent toujours aujourd'hui pour la ville de Brest, de ceux qui sont issus de tous les métiers, de tous les types d'engagement, ça a été dit. Et pour ceux qui sont aujourd'hui en activité, j'ai une pensée particulière. Parce que dans le contexte brestois, il faut un certain courage quand on est chef d'entreprise, quand on est commerçant, quand on est fonctionnaire dans certaines administrations, pour s'afficher avec nous, alors que l'on n'est pas tout à fait sûr quand même du résultat. Du courage, c'est d'abord ça qu'il faut. Le courage de prendre la parole, de ne plus accepter que la situation de Brest soit décrite de façon unilatérale, qu'il n'y ait que certains propos qui aient le droit de citer. Ah, si vous commencez à dire qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas à Brest, mais c'est du dénigrement. Mais comment? Vous n'êtes pas fier de Brest? Vous êtes contre Brest? Ah bon, ne pas être d'accord avec le pouvoir socialiste, c'est être contre Brest. Ne pas dire du bien du matin au soir et du soir au matin de l'action de cette équipe municipale, c'est dénigrer la ville, c'est ne plus l'aimer. Mais attendez, qui a le droit d'aimer la ville de Brest?
Eh bien, nous tous, la gauche n'a pas le monopole de Brest, la gauche n'a pas le monopole du cœur, Brest n'appartient pas à la gauche. Brest nous appartient à nous tous qui aimons la ville, à nous tous qui y habitons, qui y travaillons, qui venons y prendre notre retraite, qui y avons travaillé, qui y revenons, qui y avons toujours habité ou pas. C'est à nous maintenant, à nous qui nous engageons pour que demain, eh bien, la ville de Brest soit conforme à l'image que les Brestoises et les Brestois ont dans leur cœur, et non pas à cette espèce de caricature qu'on veut nous en donner en disant « Mais si, c'est ça la ville de Brest, et c'est celle-là que vous devez aimer, mais pas une autre !» Alors c'est pour ça que vous vous êtes engagés avec nous, parce que vous aimez votre ville et que vous voulez qu'elle soit non seulement belle, toujours belle, mais qu'en plus on puisse y vivre bien. Vivre bien, ça veut dire quoi? Pouvoir y travailler, pouvoir être autonome pour les jeunes, pour les anciens. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il y ait des équipes qui s'en occupent. Et c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans l'aventure. Nous nous sommes lancés dans l'aventure aussi parce que nous ne sommes pas seuls. Et vous nous en rendez ici un immense témoignage. Alors merci à tous. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables parce que nous sommes partis en juin dernier, lorsque j'ai déclaré ma candidature. On m'a dit d'ailleurs, mais vous avez attendu avant d'annoncer votre candidature, ça a été bien long. Et je répondais, ça fait des mois que j'y pense, ça fait des mois que je consulte, mais je ne partirai pas toute seule. Une candidature municipale, ça n'est pas une aventure personnelle. Une candidature municipale, c'est une affaire d'équipe. Et avant de lancer cette candidature, le jour de l'été, j'ai voulu vérifier que nous aurions des équipes nombreuses avec nous, parce qu'il y avait un travail considérable à faire dans une ville qui, à force d'être quadrillée par le socialisme, avait perdu l'espoir de toute alternance. Et il fallait retrouver cet espoir. Vous êtes formidables parce que se lancer en politique, c'est enthousiasmant, mais c'est aussi difficile. On a l'enthousiasme de porter ensemble un projet, et ça c'est formidable, mais on a aussi la difficulté de recevoir des coups, d'être victime de calomnies, de mensonges. Et lorsque ça vient de bords politiques opposés, on se dit « Ah, c'est le jeu politicien, c'est pas bien brillant, mais c'est le jeu ». Lorsque ça vient de personnes qui prétendent partager vos convictions, je dois dire que c'est quand même un petit peu plus difficile à avaler. Si vous êtes là ce soir, c'est justement parce que vous voulez rompre avec cette façon de faire de la politique, avec les gens qui croient que de la politique ce n'est que de l'arithmétique, et qui donc ne font que des petits calculs politiciens. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous sommes réunis par des convictions. Nous avons des soutiens, et nous remercions les formations politiques qui nous ont soutenus. Mais nous sommes, vous l'avez vu, avec tout le bandeau des logos politiques, nous avons des soutiens de large ouverture. Car nous sommes réunis, je l'ai dit, par ces convictions et par ce projet. Il y a sur notre liste des gens qui ont voté Sarkozy et des gens qui ont voté Hollande.
Il y a des gens qui croient depuis toujours dans les valeurs du gaullisme, du libéralisme, du centrisme. Il y en a qui croient dans les valeurs du socialisme. Mais je ne leur ai pas demandé qu'est-ce que vous avez voté hier. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes prêts à travailler avec moi, derrière moi, avec moi? Car attention, il n'y aura qu'un maire à Brest. On ne va pas mettre 2 personnes sur un fauteuil, hein. Il n'y a qu'un seul maire. Et puis, quelles que soient les divergences d'hier, sur tel ou tel sujet, de questions éthiques par exemple, on peut être partagé. Quelles que soient les divergences sur tel ou tel sujet national ou international, moi je n'ai pas demandé à mes colistiers ce qu'ils pensaient de l'Ukraine et de la Crimée. Hein. Même si nous avons des opinions diverses sur un certain nombre de sujets, nous sommes réunis par nos convictions et par notre projet pour Brest. Et c'est ça qui est important. Alors cette ouverture, ces convictions, eh bien nous les mettons au service de Brest. Brestois d'hier, Brestois d'aujourd'hui, nous aimons Brest, j'aime Brest, et nous nous battons pour que demain, Brest soit une ville où il fait bon vivre et où il fait bon travailler. 2014, il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre de l'avance par rapport à 2020 ou 2026 ou 2032. Les Brestois, c'est aujourd'hui qui demandent l'alternance. Aujourd'hui, en 2014, dans 10 jours. Ceux d'entre vous, ceux d'entre les Brestois qui souffrent, qui sont à la recherche de travail, dont le handicap n'est pas pris en compte, qui n'arrivent pas à développer leurs activités, qui cherchent des locaux, des terrains pour développer leur entreprise, qui voudraient transformer leur commerce, qui voudraient le relancer. C'est pas dans 6 ans ou dans 12 ans qu'ils attendent la réponse au changement. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ceux qui attendent des emplois, c'est pas dans 6 ans ou dans 12 ans, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est donc aujourd'hui, maintenant, que nous devons rassembler nos forces pour que nous apportions des réponses concrètes aux attentes des Brestois. Les témoignages que nous avons reçus tout à l'heure, de la part de plusieurs membres du comité de soutien, que je remercie, ils me paraissent particulièrement éclairants sur l'aveuglement des socialistes par rapport aux attentes des Brestois, et des Bretons d'ailleurs de façon plus générale. Car dans le déni, les socialistes sont très forts, que ce soit à Brest, en Bretagne ou au niveau national. Si l'on parle du TGV, il y a eu une petite polémique là. Moi, j'affirme depuis toujours la nécessité du désenclavement de Brest par le TGV, sinon la ville crève. On pourra se prétendre sur le papier métropole, si on n'est pas désenclavé, on sera une métropole de papier. On ne sera pas une vraie métropole, car on ne pourra pas avoir l'attractivité, car on ne pourra pas retenir et attirer des centres de décision. Vous le savez fort bien, l'éloignement est un facteur qui peut être celui du dépérissement de l'économie locale. J'ai suffisamment milité, d'abord en tant que préfète de région, j'étais préfète coordinatrice du TGV Bretagne-Atlantique, et ensuite comme conseillère régionale, c'était le grand thème de ma campagne de 2009-2010, pour un TGV jusqu'au bout, jusqu'à la pointe Bretagne, pour avoir lu avec quelques surprises que je découvrais tout d'un coup le TGV. On m'a même dit que j'étais un peu randounaine avec le TGV. Alors, bon. Eh bien,
là-dessous, il y a un piège et il ne faut pas que nous tombions dedans. On parle souvent du consensus breton et on m'accuse souvent au Conseil régional de rompre le consensus breton. En quoi consistait le consensus breton sur le désenclavement de la Bretagne? C'était un accord politique, mais auquel on pouvait adhérer, entre la région Bretagne et la région des Pays de la Loire, pour se soutenir mutuellement, pour faire aboutir deux grands projets, le projet porté essentiellement par Nantes de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, et le projet intéressant surtout la Bretagne, d'un TGV allant certes à Rennes, mais allant aussi jusqu'au bout, jusqu'à Brest et Quimper. Ce consensus breton lie indissolublement les deux projets. Et il ne faudrait pas, par des subterfuges, décrocher un projet par rapport à l'autre. Alors je le dis très clairement, demain élu maire de Brest, je ne laisserai pas le TGV s'arrêter à mi-parcours à Rennes. Si tel était le cas, croyez-moi, et avec toute l'affection que j'ai pour la Bretagne historique, eh bien il faudrait que la Bretagne, clairement, prenne position contre Notre-Dame-des-Landes. Et je n'hésiterai pas à téléphoner au Premier ministre, Monsieur Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes, pour faire part de cette position. S'il est encore Premier ministre. Vous voyez comment les socialistes organisent l'esquive sur un sujet aussi important que le TGV. Et si l'on prend la défense, nous avons vu comment l'inertie, il faut bien le dire, des équipes socialistes brestoises qui ne les ont absolument pas portées dans le combat pour la nouvelle génération des sous-marins a conduit à une décision qui pouvait fort bien être en notre faveur, plutôt qu'en faveur de Toulon. Bon, la décision est prise. On ne va pas refaire les combats d'hier. Moi, je suis toujours sur les combats de demain. Et le combat de demain, c'est celui de l'entretien lourd de cette nouvelle génération de sous-marins. Et nous le mènerons, ce combat. Alors, on a dit, oui, nous le mènerons. Politique de M. Hervé Morin, alors c'est lui qui, etc., donc vous devez être solidaire, etc. Écoutez, c'est peut-être un peu confidentiel au microcosme brestois, mais je n'avais pas cru comprendre que lorsque M. Hervé Morin avait l'intention de venir à Brest, c'était pour me soutenir. Voilà. Alors, il paraît que dans mon programme, je veux tout faire payer à l'État. Ah, évidemment, là, ce dont je vous parle, ce sont des grandes décisions structurantes extrêmement importantes pour l'avenir de Brest, mais évidemment, c'est pas le budget de Brest qui va payer, hein, ça c'est clair. Mais est-ce que le rôle d'un maire, c'est d'être simplement le gestionnaire des services publics locaux? Il y a des services pour ça. Il y a des services pour ça. J'ai moi-même été fonctionnaire. Eh bien, croyez-moi, il y a d'excellents fonctionnaires dans l'administration de l'État, il y en a d'excellents dans les administrations municipales et communautaires, et c'est à eux de faire la gestion des services publics. Les élus sont là pour quoi? Les élus sont là pour définir une vision, pour définir un projet, pour passer les commandes à leurs services, pour contrôler ce qu'ils font, pour les stimuler, pour les aider aussi. Mais ne confondons pas les rôles. Et donc effectivement, allez plaider auprès du Premier ministre, allez plaider auprès du ministre de la Défense, j'estime que c'est bien le rôle d'un maire, surtout pour des sujets d'importance, qui sont le facteur déclencheur, le levier
de plusieurs centaines, voire de milliers d'emplois. Eh bien, si je dois me déplacer auprès des ministres, auprès du gouvernement, ne serait-ce que pour décrocher un emploi, je le ferai. Alors, dans les témoignages, il est un autre aspect qui montre qu'il y a vraiment besoin de changer par rapport à la conception actuelle qu'ont les socialistes de la gestion d'une collectivité. Et c'est que le témoignage d'Isabelle, à la fois sur les transports, sur les rythmes scolaires, qui, pour moi, ont un point commun. C'est que on organise le service public local, non pas en fonction des besoins des familles, des besoins des personnes, mais en fonction d'une espèce de gloriole, de volonté de paraître au tableau d'honneur des villes qui font bien le boulot à la mode socialiste. Voilà. Alors, il y a les trams. Les trams, ça a été à la mode. Il semblerait, avec les trucs de Bolloré, tout ça, que c'est peut-être plus tout à fait à la pointe. Bon, ça a été à la mode. Ça a été à la mode. Et donc, beaucoup de villes, y compris celles qui n'en avaient pas forcément les moyens, se sont fait vendre un tram sur étagère. Et après, il a fallu le justifier. Et on a dit aux habitants, eh bien, vous devez prendre le tram. Ah ben, dans mon quartier, j'avais que le 5 qui me conduisait de là à là, et moi le 8, c'était très bien, je pouvais aller de là où je voulais aller. Non, 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 on va réorganiser tout ça, on va vous rabattre sur le tram, vous prendrez le tram, et après... Et les rythmes scolaires. Là aussi, il y avait une expérimentation. Pourquoi pas les expérimentations à Sanquet. On a dit, bon, il y a une expérimentation, on est vraiment au point, on veut être les premiers de la classe. Donc on va tout de suite mettre en place, dès la rentrée, les nouveaux rythmes scolaires à la mode Payon. Lequel Payon avait fait ça aussi pour laisser sa marque sur une réforme, sans avoir vraiment fait les concertations nécessaires. Est-ce que c'est aux familles de modifier leur rythme de vie, de modifier toute l'organisation de la vie finalement, pour se caler sur les nouveaux rythmes scolaires, ou est-ce que ça n'est pas plutôt à la collectivité, au service public local, de se mettre au service des familles et d'adapter l'organisation pour que ce soit le plus favorable possible pour les familles et pour les enfants? Une fois de plus, on a fait les choses à l'envers, parce que les socialistes ont de l'idéologie dans la tête, ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Nous ne prétendons pas savoir ce qui est bien. Certaines familles souhaiteront les nouveaux rythmes, d'autres préféreront quelque chose de plus classique. À un moment donné, évidemment, tout ça doit arriver dans un projet collectif, et le rôle de la municipalité, elle est bien d'être à l'écoute des différentes parties prenantes, les parents, les enseignants, les autres intervenants, pour voir comment on peut organiser les rythmes scolaires d'une manière qui réponde le mieux aux besoins et aux attentes de tous. Et, attention quand même, s'il vous plaît, n'oublions pas, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, car l'éducation est bien faite pour ça. On l'a un petit peu oublié, l'intérêt supérieur de l'enfant dans cette affaire. Et si vraiment c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est en cause, alors qu'on ne vienne pas nous dire que les activités peuvent être facultatives, ou que ça peut être payant, ou que ça peut être de la simple garderie. Il faut que les choses soient faites sérieusement. Nous espérons, parce que ça rouspète beaucoup quand même sur cette affaire, et pas qu'à Brest, un petit peu partout en France, que le ministère sera à l'écoute de ceux qui demandent, par exemple, que la réforme ne soit plus appliquée pour les maternelles, où ça a créé quand même des petites catastrophes. Et puis qu'on laisse des marges d'adaptation dans les villes
pour qu'on puisse faire certaines choses dans certaines écoles et différemment ailleurs, en fonction des desiderata de la communauté éducative. Mais vous voyez bien que nous abordons ces questions avec un esprit complètement différent de l'équipe actuelle. Elle vous impose sa vision qu'elle estime idéale, qu'elle estime la vérité révélée d'une façon de vivre. On impose aux familles leur rythme de vie, on l'impose pour les transports, on l'impose pour l'école, là où au contraire le progrès, la modernisation devraient permettre de s'ajuster au mieux. Et ça, nous le modifierons parce que nous sommes rassemblés par les valeurs de liberté. Alors nos priorités. Alors dit, vous n'arrêtez pas de critiquer. Oui, il faut bien faire notre bilan à nous. Parce que si on avait compté que sur le bilan du maire sortant, c'était l'autosatisfaction sur toute la ligne. Mais ça n'est pas un vrai bilan. Et ça, c'est une critique que nous faisons. Normalement, un bilan, c'est contradictoire. Avez-vous vu le bilan du tram? Il n'est pas sorti. Il était annoncé pour il y a 6 mois. On ne l'a toujours pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les objectifs qui avaient été affichés ont été atteints? On imagine que s'ils l'avaient été, on aurait peut-être eu le bilan. Bon. C'est pour ça que nous avons fait cet exercice d'analyse des grands dossiers brestois, sans nous contenter d'être dans l'attitude béatement admirative devant le maire bâtisseur. Car c'est ainsi qu'il se qualifie. Alors ce matin, au marché de Fontanézen, en discutant avec un commerçant, j'ai trouvé une formule tout à fait bien sentie. Oh, il est peut-être bâtisseur, mais il n'est pas constructif. Je cite mes sources. Donc nous avons dû faire nous-mêmes ce bilan, et puis évidemment nous avons les projets. Les projets, vous les avez entendus déjà dans mes précédents discours-programmes, je ne vais pas vous les réinfliger. Quand même, je vais citer les dates de nos réunions. Première réunion, ici, le 24 octobre. Deuxième réunion, salle Saint-Louis, le 19 décembre. Et réunion suivante, Macorlan, 13 février. À chacune de ces réunions, vous avez eu droit à un discours qui, pour une partie, ressemblait quand même un petit peu à un pinceau, il faut bien le dire. Mais je souhaitais vous faire connaître, sans attendre que ça figure dans un document imprimé, ce qu'étaient nos projets. Et quand on a vu ensuite une petite polémique des uns et des autres pour venir dire « Madame, elle a copié ce projet-là, on nous a pompé !» Écoutez, reportez-vous à mes discours du 24 octobre, du 19 décembre, du 13 février. C'était avant la sortie de tous les programmes. Voilà. Comme ça. Alors, pour établir ce programme, bien sûr, nous avions nos analyses. Bien sûr, nous avons nos convictions. Mais nous nous sommes aussi mis à l'écoute, au-delà de la phase préparatoire que j'avais menée depuis 2 ans, et à partir du moment où j'ai déclaré ma candidature, nous sommes allés à la rencontre des Brestoises et des Brestois, sous différentes formes. Des petites réunions publiques dans les quartiers. Nous en avons maintenant fait 36. Des petites rencontres avec différentes catégories professionnelles, les professionnels du port, les professionnels de l'agroalimentaire, les professionnels médicaux, les professionnels du social, voilà, pour avoir aussi leur ressenti, leurs propositions. Et puis, un
que nous avons commencé dès le mois de septembre. Et nous avons vu 12 000 personnes. Et nos propositions, eh bien, ce sont les réponses aux attentes de ces 12 000 personnes. Alors, le maire sortant n'arrête pas de critiquer en disant que nous ne connaissons pas Brest, que nous ne savons pas ce qu'il faut pour Brest, que nous ne connaissons pas les dossiers. Ah, je dois avouer que sûrement j'ignore certains dessous de certains dossiers. Je l'avoue. Mais nos propositions, elles sont des réponses aux attentes des Brestois. Et croyez-moi, quand on a rencontré 12 000 Brestois, on a un sérieux échantillon. Et d'ailleurs, au bout d'un certain temps, on voit bien qu'il y a une convergence dans les demandes et dans les attentes. Et finalement, les attentes, c'est quoi? C'est concentrez-vous sur l'emploi, sur tout ce qui peut créer des emplois, et arrêtez la gabegie. Le mot est utilisé par tout le monde. Arrêtez la gabegie. Alors, on a évoqué les Capucins, avec l'histoire du fameux téléphérique. Le téléphérique qui ne mène nulle part. Voilà. Comme l'escalier de la place de Strasbourg. C'est le prototype de l'investissement inutile et coûteux. Alors il a été présenté tout d'abord comme la desserte des Capucins. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y aura sur les Capucins? Alors vous voyez des vidéos, des dessins avec des bâtiments, avec... Qui a commencé à mettre le premier sou d'investissement? Ah si, il y en a, mais uniquement de l'investissement public. Pour l'instant, il n'y a eu que des travaux effectués par la collectivité. Il n'y a pas eu un seul investisseur privé. Et tant qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu dire « ça m'intéresse, j'y vais », c'est peut-être pas la peine de se poser des questions. Alors il paraît que si, que c'est justement pour répondre aux attentes des investisseurs que l'on fait le téléphérique. Du genre, si vous ne faites pas de téléphérique, je ne viendrai pas investir. Quelques remarques. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le tram, vous, comme Isabelle, mais il n'y a pas une station qui s'appelle Capucin? Alors, elle n'a peut-être pas été bien localisée, alors. Si elle ne dessert pas les Capucins, qu'il faut encore mettre un téléphérique pour desservir les Capucins. Bon. Si vous regardez le trajet du tram, à partir du bas de Siam pour aller de l'autre côté, c'est quelques minutes. Si vous regardez que les allées et venues éventuelles, d'un éventuel téléphérique, entre le temps d'attente et le temps de trajet, ce sera plus long. Bon, mais il paraît que c'est pour desservir les Capucins. Ensuite, sur le plan technique, c'est pas du tout au point, et nous citons l'avis de l'autorité environnementale qui le met bien en évidence. Sur le plan financier, ça a été d'abord estimé à 15 millions, on sait que c'est déjà à 20 millions, et ça risque, puisque les études des géotechniques ne sont pas validées, et que les hypothèses sur le vent ne le sont pas non plus, d'aller bien plus loin. On va peut-être arriver aux 30 millions, qui était la fourchette basse de l'estimation du coût d'un pont, et on avait dit qu'on choisissait le téléphérique parce qu'un pont, ce serait beaucoup plus cher. Et puis, je reviens au propos de la mère Girard. Si on réfléchit au devenir de la Pinfel d'ici quelques années, est-ce qu'il n'y a pas à penser autrement l'ensemble des dessertes et des liaisons entre la rive droite et la rive gauche?
et sans téléphérique, bien entendu. On pourrait en parler encore, par exemple, le recours à une procédure de conception-réalisation. Vous savez ce que c'est? C'est dérogatoire au code des marchés publics. On utilise ça quand on fait des prototypes. Alors il faut savoir, soit c'est complètement rodé, ça marche bien, on sait comment ça marche, et à ce moment-là il faut une mise en concurrence, conformément au code des marchés publics, ou alors c'est un prototype, et c'est le seul cas vraiment où on peut utiliser la conception-réalisation. Allez savoir dans quel cas on se trouve. Mais tout ça n'a pas d'importance, car nous, élus, nous arrêterons cette histoire de téléphérique. Et que l'une des multiples zones d'aménagement qui ont été lancées depuis quelques années par l'équipe municipale sortante. Vous avez peut-être vu récemment que la ZAC de la Fontaine-Margot était en train d'être lancée. Il y avait des photos très intéressantes dans la presse où on voyait des terrassements qui avaient l'air très importants qui étaient montrés. Alors, nous étions un peu surpris puisque c'était un dossier qu'on avait étudié et là encore, il n'y avait pas un seul investisseur à l'horizon. Et donc, c'est quand même pas de très bonne gestion que de lancer des travaux quand on n'a pas encore un investisseur repéré. Alors, on est allé sur place, un petit matin, et alors, on a vu qu'il y avait quelques ouvriers qui étaient là, avec leur tenue de chantier, bien sûr, et qui attendaient le maître d'ouvrage, qui finalement n'est pas arrivé, on l'attendait 20 minutes après, mais on a pu voir un peu avec eux ce dont ils retournaient. Ils nous ont dit, ah mais non, les terrassements là, c'est pour mettre les cabanes de chantier. Bon, à quelques jours des élections, voilà, c'est des choses qui dans le tableau peuvent faire un petit peu de bien quand on a plein de zones qui ont été créées et qui ne démarrent pas. Alors il y en a d'autres, c'est quand même un peu plus ennuyeux. Fontaine-Margot, donc pour l'instant il n'y a rien. Il y a Kerlinou aussi, pour l'instant il n'y a rien. Mais alors il y a Messiwal. En Messiwal, là le chantier est commencé. Et de la même manière, pas beaucoup d'investisseurs à l'horizon. Néanmoins, on trace des grandes voiries, et puis on se pose aussi des questions, heureusement, sur la desserte de cette zone. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux pour desservir cette zone? De passer au travers de la riante vallée du Restic. Alors on vient mettre une zone d'habitat avec des maisons individuelles et même des immeubles, vue imprenable sur le Spernote, et pour ça on démolit la vallée du Restic. Allez voir la logique. Qu'est-ce que tout ceci traduit? C'est que l'urbanisme brestois n'est pas pensé. On a là une série de projets, les uns juxtaposés par rapport aux autres, et qui forment une espèce de manteau d'arlequin. Et il va falloir qu'avec nos idées pour l'emploi prioritaire, ce qui veut dire qu'on redonne de la vie au centre-ville, que autour du commerce, du marché Saint-Louis, l'îlot Saint-Louis est à revitaliser. Là aussi, un permis de construire accordé le 26 février 2014. Un plan local d'urbanisme, après 2 annulations, vous me direz, voté le 20 janvier 2014. Où est la démocratie dans tout ça? Prendre des grandes décisions structurantes à la veille des élections. Hein? Alors que tout est à faire. Heureusement que le schéma de cohérence territoriale doit être remis en chantier dès 2014. Ça fera partie des chantiers qui seront pour nous prioritaires pour redéfinir un urbanisme équilibré, déjà entre Brest, Brest-Centre et ses quartiers, et puis les autres communes de la métropole de DMO, mais aussi tout le pays de Brest. Car les questions de désenclavement se posent bien au niveau du pays. Et quand on voit la manière dont le technopole est en train de péricliter,
eh bien, il y a des initiatives à prendre, notamment en matière de désenclavement, mais qui ne peuvent pas se résoudre à la seule échelle de Brestville, ni même de BMO. Donc, vous voyez, mes chers amis, nous avons du pain sur la planche, et il faut absolument que ce soit nous qui soyons aux manettes dès 2014. Bonjour, pour redonner espoir aux Brestois. Et dans 10 jours, nous remporterons la victoire. Vive Brest, vive la Bretagne, vive la France! Je vous propose pour finir de chanter tous ensemble l'hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.